Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Le fameux PCR a enfin donné des résultats. Une vingtaine de personnes vivant d'un trouble respiratoire admises au service de réanimation de l'hôpital El Marouf et au centre hospitalier de Sambankouni ont été dépistées. Le président de la République, Azelia Soumani, a déclaré ce jeudi le premier cas du Covid-19. Il s'agit d'une personne d'une cinquantaine d'années qui aurait été en contact avec un franco-comorien depuis le 23 mars dernier. Je vous propose un extrait du discours du chef de l'État. En ce jour du 30 avril 2020, le gouvernement déclare le premier cas de Covid-19 en Union des Comores. Il s'agit d'un compatriote âgé de 50 ans, vivant aux Comores et ayant côtoyé un ressortissant franco-comorien qui a séjourné dans le pays à partir du 18 mars 2020. Le patient a été admis à l'hôpital El Marouf le 23 avril 2020 pour tout maux de gorge, fièvre et gêne respiratoire. Des échantillons étaient prélevés sur lui, conservés dans les conditions requises, puis être envoyés à l'INRAP pour analyse. Les résultats obtenus ce jour, 30 avril, sont positifs au Covid-19. L'état de santé du patient s'améliore progressivement et l'identification des personnes ayant été en contact avec lui est en cours pour remonter le plus possible la chaîne de contamination. Comme il est d'usage, une notification formelle a été envoyée à l'Organisation mondiale de la santé. Mes chers compatriotes, c'est avec une extrême précaution, mais avec gravité, que j'ai pris des mesures graduelles pour protéger la population comorienne. Nous avons fermé nos frontières, suspendu les prières de vendredi et les prières collectives, y compris pour les tarawih et les witr ce mois de Ramadan, fermé les écoles et interdit les rassemblements de plus de 20 personnes, adopté les mesures barrières pour enfin décréter un couvre-feu de 20h à 5h du matin à partir de ce mois de Ramadan. Pendant que d'autres pays, frappés plus tôt, se préparent à un retour à la normale, notre pays entre dans une phase critique. Notre préoccupation première est d'éviter une saturation de nos capacités de prise en charge des malades, qui nous obligerait à adopter des mesures encore plus draconiennes pour protéger la population. Dans un autre volet, le président de la République a appelé la population de faire preuve de maturité en respectant les mesures préventives afin d'éviter une propagation rapide du coronavirus dans le pays. Je n'ai pas adopté le confinement total parce que la majorité de la population vit de l'informel. Nous ne pouvons pas nous permettre, à ce stade de la pandémie aux Comores, d'adopter des mesures qui risquent de provoquer un drame social et économique. Et c'est pourquoi nous tenons au renforcement et au respect strict des gestes barrières et des mesures déjà en cours. Alors que le PRC est opérationnel et que d'autres machines sont attendues, des commandes ont été lancées pour disposer des masques et des tests suffisants. Notre stratégie, une fois le malade testé positif, est de l'isoler et de le soigner, de repérer sa famille et ses proches, de les prendre en charge et de protéger leur entourage immédiat en remontant la chaîne de contamination. Vu la propagation rapide de l'épidémie dans l'ensemble de 5 continents, le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré le Covid-19 comme étant une pandémie. Dans ce contexte, mon gouvernement a pris d'importantes mesures pour renforcer la prévention contre l'importation du Covid-19 dans notre pays, notamment par la mise en place d'un comité national de cadres de gestion et de coordination de la crise, le renforcement des capacités des agents de santé
et la surveillance épidémiologique au niveau des portes d'entrée, la sensibilisation sur les mesures barrières et d'autres mesures de restriction de voyage et de transport. Je remercie le comportement responsable des Comoriens et Comoriens. Toutefois, ceux qui, par des motivations différentes, sont tentés de transgresser une des mesures prises et de mettre en danger la vie de leur famille, de leur communauté et de nous tous, seront désormais sévèrement sanctionnés. Je n'ai pas attendu un cas avéré pour déclarer la guerre contre cette pandémie, mais aujourd'hui nous entamons une nouvelle étape. Des hommes et des femmes, médecins, infirmiers et ambulanciers et membres de forces de sécurité sont en première ligne pour combattre cette pandémie. Nous devons leur faciliter la tâche et les soutenir. Pratiquons les mesures d'hygiène recommandées, ne cédons pas à la panique, faisons preuve de vigilance, respectons toutes les mesures prises pour nous protéger contre le Covid-19 et ensemble, nous vaincrons cette pandémie. Les infirmiers du service des urgences de l'hôpital El Maro font observer un arrêt de travail ce jeudi. Selon eux, ils ne disposent d'aucun outil de protection en cette période de pandémie. La population appelle les autorités sanitaires à trouver une solution face à cette situation. Un homme qui aurait ramené sa mère au service des urgences témoigne des difficultés qu'il aurait rencontrées pour que sa mère soit consultée. Ma mère qui est tombée, l'urgence nous a dit qu'il ne travaille pas. On l'a amené chez le docteur Nassir. Il nous a procuré d'aller faire une radiographie chez le docteur Saïd Swami. Donc on l'a fait, on a bien fait ce radio. Et donc dès qu'il a vu le radio, il nous a encore fait retourner ici à l'urgence. On nous a dit que l'urgence ne travaille pas. Donc il nous a imposé de venir parce que ce cas-là, c'est l'urgence qui va regarder. Donc quand je viens ici à l'urgence, on a encore retourné ici, on a trouvé le même problème. Mais j'ai insisté de voir. J'ai trouvé tous les infirmiers avec le responsable. Ils étaient dans un bureau. J'ai entré dans le bureau, j'ai demandé le major. Heureusement, le major il a accepté ma requête parce que je lui ai montré que ma mère elle est tombée et le docteur Nassir il nous a obligés de venir ici parce que c'est vous êtes capable de nous regarder ce malade. Donc, heureusement, bon, ils ont accepté, je dis bien, ils ont accepté le major avec certains amis. Mais le problème qui se présente ici, c'est que les infirmiers ne travaillent pas. Ils disaient qu'ils ne sont pas protégés. Donc moi j'appelle au président, j'appelle à tous les membres, à tous les conseils scientifiques, tous les coordinateurs qui étudient ces cas que nous avons ici aux Comores, que même si la maladie n'est pas aux Comores, mais il faut toujours avoir des préventions. Il faut nous sauver parce que l'urgence, ce n'est pas tout simplement qu'une maladie comme le coronavirus, comme le paludisme, mais l'urgence, c'est toutes les maladies possibles qu'il peut avoir à une personne. La prise en compte par la population du couvre-feu décrété par le président de la République a pour conséquence la baisse des personnes arrêtées par les forces de l'ordre. Nos reporters ont suivi les patrouilles de la gendarmerie pour en prendre connaissance. Reportage de Monadjouma Papali et Salimali Ratiraka. Avant que 20 heures sonnent, des citoyens se précipitent pour aller s'approvisionner de ce dont ils en auront besoin. Chacun regarde sa montre pour finir ses courses avant l'heure du couvre-feu. Il est 20 heures. Nous sommes au portail de la gendarmerie nationale. L'heure de la patrouille, 3 pick-up remplis des agents. Leur mission, sillonner la capitale pour veiller au respect du couvre-feu et les mesures prises pour prévenir le coronavirus. Des citoyens surpris dans les rues ont été envoyés à la gendarmerie. Nous avons suivi le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale qui a débuté ses patrouilles dans la capitale en passant par Itandra jusqu'à Antambu. Selon le major Abdillahi Abderrahman, adjoint du commandant du peloton d'intervention de la gendarmerie PIGN, la majorité de la population se conforme au respect du couvre-feu. Cette interdiction à la population en cette période de crise sanitaire, en plein mois sacré de Ramadan, à se vaquer à leurs occupations, vise à l'épargner d'une éventuelle propagation du virus. La première phase concerne ceux de la capitale. Date d'aujourd'hui, on voit que la situation est dégradante vu que le nombre est vraiment
réduit. Au niveau des autres régions, bon, on ne peut pas y aller dans les différentes régions sans qu'on puisse tenir la situation de la capitale au fur et à mesure du temps. C'est le fruit de la capitale qui nous permettra d'évoluer dans les autres régions. Du nombre, ça commence à être réduit. Cela nous permettra, à partir des jours à venir, d'y penser comment nous allons affronter les autres régions afin que nous puissions tenir la totalité de l'île. Certes, la gendarmerie nationale ne dispose pas d'un effectif suffisant pour sillonner toutes les régions de Ngazidja, mais les brigades régionales ne ménagent aucun effort pour faire respecter à la population ces mesures préventives. Le peu d'effectifs que nous avons dans les différentes brigades, ils arrivent à faire le maximum de travail, mais en dépit des difficultés au niveau des effectifs, ils n'arrivent même plus à tenir le coup. Par exemple, on peut trouver qu'une brigade peut avoir plus d'une vingtaine de villages et avec un effectif réduit, ils n'arriveront plus à tenir. Donc on doit les appuyer afin que la gendarmerie à sa totalité travaille pour que l'île entière soit mise sur les conditions demandées par l'autorité. Ceux qui sont allés à l'encontre du couvre-feu sont appelés à payer une amende de 25 000 francs versée à la trésorerie publique. La sanction reste elle-même pour tout le monde. Nous faisons les PV ici et puis c'est la justice qui a décidé que chaque personne paye une amende de 25 000 afin qu'elle soit sortie de la gendarmerie. Actuellement, la gendarmerie interpelle la population. Depuis le 25 avril, date de la mise en vigueur, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées pour non-respect des mesures préventives contre le Covid-19. Le taux a diminué ces dernières 24 heures. Est-il facile de vivre en confinement en cette période de chaleur avec des coupures intempestives? Cette question taraude certains habitants, surtout ceux souffrant de maladies chroniques comme l'hypertension. Plus de 400 citoyens comoriens bloqués en Tanzanie à cause de la fermeture des frontières. On comptabilise 7 morts actuellement. Le gouvernement comorien et celui de la Tanzanie ont mis les bouchées doubles pour venir en aide à ces citoyens qui vivaient une situation difficile. Ils sont d'ores et déjà mis en quatorzaine avant leur repatriement aux Comores. L'ambassadeur des Comores en Tanzanie nous en dit plus. Contrairement à ce que les gens disaient, qu'ils sont délaissés, mais au contraire, il y a eu un travail formidable qui a été fait et par les autorités comoriennes et par les autorités tanzaniennes. Mais chaque chose a son temps. Le ministre des Affaires étrangères comorien a saisi mon collègue ambassadeur de la Tanzanie aux Comores 2 à 3 fois. Il a aussi saisi son homologue tanzanien, le professeur Okaboudi, pour cette cause. Mais il y a des dispositions à différents niveaux. La décision ne se prenait pas seulement à un seul niveau, mais il y a un comité ministériel qui gérait ça à des niveaux différents. Nous sommes à Dar es Salaam et les décisions se prenaient à Dodoma, à 650 km. Donc, ce n'était pas... bien que nous avons des moyens de communication aujourd'hui énormes, mais ça prend toujours un peu de temps une fois que tu n'es pas sur place. Le gouvernement comorien prend en charge l'hébergement, la restauration, les bus qui vont amener les gens dans leur hôtel, mais aussi également de l'hôtel à l'aéroport, les frais des médecins et des infirmiers qui vont faire le suivi de nos compatriotes pendant les 14 jours avant de retourner à Moroni. Nous espérons bien qu'ils sont tous sains, qu'il n'y aura pas de problème, mais en cas de problème, en cas d'hospitalisation, le gouvernement comorien aussi prendra en charge l'hospitalisation de ces derniers. Une fois de plus, un accident de circulation s'est produit sur le tronçon de route Kola-Sebe. Une moto et une voiture se sont heurtées. Aucune victime n'est à déplorer et l'excès de vitesse pour la rupture du jeune a né. Un reportage d'Alia Oyou Abdallah et Ibrahim Mkababo. En ce mois sacré de Ramadan, plusieurs accidents de circulation se produisent. Tout le monde se presse pour la rupture du carême,
Pour cela, des va-et-vient se font au niveau de la circulation et la conduite des chauffeurs n'est pas contrôlée, ce qui provoque ce genre d'accident. Cette moto et cette voiture se sont accidentellement heurtés l'un contre l'autre. Heureusement, aucun blessé grave. Les chauffeurs en sont sortis indemnes. Autre volet de cette édition, une des figures emblématiques du pays nous a quittés pour toujours ce jeudi au centre hospitalier de Sambankouni. Il s'agit en effet de Mouzawar Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères, à l'âge de 82 ans, paix à son âme. Il fait partie des hommes politiques ayant servi le pays avec dévouement et détermination. C'est en effet un monument de la vie politique du pays. On s'en souvient encore à l'époque du Parti blanc et du feu président Ali Chouali à travers le Front national uni avec son esprit vivant et patriotique. Reportage de Saïdi Madi Abdoumagaga, le récit de Badria Sedomar. Les funérailles qui auraient dû regrouper autant de personnalités politiques que des représentants de la société civile n'ont vu que la présence des membres de famille, proches et quelques autorités pour cause de prévention contre la propagation du Covid-19 dans le pays. Dans sa carrière politique, Mouzawar Abdallah a occupé plusieurs postes. Ministre des Affaires étrangères et des coopérations de mai 1977 à octobre 1978. Il était également ministre de l'Éducation nationale de 1995 à 1996. Les intervenants témoignent ses traces dans ce pays. Je ne dirais pas, parce que je ne suis pas de sa génération, je dirais qu'il était, c'est un homme d'État, il a assumé pas mal de responsabilités dans le pays, en étant président de l'Assemblée nationale, enseignant, il était ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Équipement, il a assumé également le ministère de l'Éducation et récemment il était le président de la Cour constitutionnelle. Il a traversé un moment donné dans l'opposition, mais il a exercé des hautes fonctions au niveau de l'État. C'est un serviteur de l'État. Le ministre des Affaires étrangères, Souef Mohamed Elamine, a également témoigné les efforts qu'il avait fournis pour le développement du pays. Mouzawar Abdallah, un des enfants dignes de ce pays. Mouzawar Abdallah est un pionnier de la politique étrangère des Comores, comme vous l'avez si bien dit. Il a sillonné l'Afrique de l'Est, il a sillonné le monde entier, avant même l'indépendance des Comores, pour que les Comores deviennent indépendantes. Il a beaucoup milité, et au niveau des affaires étrangères, je dirais qu'il est un des pères fondateurs de la politique étrangère de notre pays. À l'époque, il travaillait avec le président Ali Chouali, donc ils ont mis les jalons de la politique étrangère des Comores. Feu Mouzawar Abdallah a laissé derrière lui sa femme et 3 enfants. Paix à son âme. Paix à son âme. En international, le Premier ministre français Édouard Philippe a rendu public mardi la stratégie du gouvernement pour le déconfinement des Français. Le 11 mai prochain est retenu comme la date de départ pour la reprise des cours. Aux États-Unis, des essais cliniques se poursuivent chez des personnes atteintes du coronavirus. Le médicament utilisé est le Remdesivir. Reportage. Le jour de l'annonce du plan déconfinement est arrivé. Le Premier ministre Édouard Philippe en a livré les détails. Voici ce qu'il faut en retenir. Première information, le déconfinement se fera par département et dépendra de 3 critères. Le degré de circulation du virus, du niveau de tension qui pèse sur les capacités hospitalières en réanimation et les capacités pour tester et détecter ce qu'on appelle les cas contacts. Mais un assouplissement est acté. Il ne sera plus nécessaire d'avoir une attestation pour circuler, sauf pour des déplacements à plus de 100 km du domicile. Ils étaient attendus par plus de 12 millions d'élèves et leurs parents. Les détails sur la réouverture progressive des établissements scolaires. Les crèches rouvriront à partir du 11 mai. Les écoles primaires, quant à elles, pourront également rouvrir progressivement sur la base du volontariat. Pour les collèges, ce sera le 18 mai dans les départements peu touchés. Tandis que les lycées, en revanche, ne rouvriront pas tout de suite. Une décision devrait être prise fin mai.
Autre annonce très attendue, celle sur les commerces. Tous les commerces non essentiels pourront rouvrir à condition de gérer les flux et de faire respecter la distanciation. Les marchés accueilleront de nouveau des clients. En revanche, les bars et restaurants resteront fermés. Une décision sera prise fin mai quant à leur possible réouverture. Les amateurs de spectacles ou de films sur grand écran seront également déçus. Les cinémas, théâtres, musées et salles de concert resteront fermés. Pas d'événements de plus de 5000 personnes avant septembre. Enfin, concernant les transports, le port obligatoire du masque est acté, mais tout ne reviendra pas à la normale. Les transports interrégionaux seront réduits au minimum. Mais comment éviter une deuxième vague de contamination alors que de plus en plus de pays européens engagent des campagnes de tests massives? Le Premier ministre a réaffirmé son objectif de disposer de 700 000 tests par semaine à partir du 11 mai. Les personnes testées positives et leurs foyers seront invitées à s'isoler, tandis que des brigades composées d'équipes de l'assurance maladie, d'associations ou de collectivités locales seront chargées de retrouver les cas contacts pour les tester. Alors est-ce que ce plan sera de nature à faire baisser la défiance à l'égard de l'exécutif? Une défiance particulièrement marquée chez les sympathisants du Rassemblement national et de la France insoumise. Le président de ce dernier parti, Jean-Luc Mélenchon, continue de reprocher à Emmanuel Macron surtout la gestion du début de la crise et les messages, selon lui, contradictoires. Écoutez. Le président Macron, le 23 avril, déclare, le 15 mars, l'OMS dit qu'il faut que tout le monde le fasse. Le 23 avril, le président Macron déclare « Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait pas de sens ». Voilà dans quel état d'esprit cette terrible crise a été abordée par ceux qui commandaient. Ordre et contre-ordre se sont succédés. Des difficultés également exacerbées par la crise économique et sur ce point, Édouard Philippe a déclaré que le dispositif d'activité partielle restera en place jusqu'au 1er juin avant d'être ensuite adapté progressivement. Plus de 10 millions de salariés sont concernés par cette situation qui dépend d'une évolution de la pandémie encore très difficile à prévoir. Après l'Italie et ses plus de 27 600 morts du Covid-19, c'est désormais le Royaume-Uni le pays le plus touché par la pandémie. Les décès des maisons de retraite et hors hôpitaux ont été finalement inclus dans ces statistiques. Le nombre de morts a donc bondi au milieu de cette semaine de 21 600 à plus de 26 000. Pour les autorités, le pays se trouve à un moment dangereux. Le pic du virus n'est pas passé. Lors de sa conférence de presse quotidienne, le secrétaire d'État Dominic Raab a demandé au public britannique de faire preuve de patience. Nous travaillons maintenant sur toutes les options possibles pour une deuxième phase. Il y a de la lumière au bout du tunnel, que vous soyez un travailleur de première ligne du NHS, travaillant sans relâche, équipe après équipe, ou un parent à la maison avec de jeunes enfants. Mais nous devons être patients et prudents alors que nous traversons un moment de risque maximal. Nous attendrons donc le prochain examen des données début mai pour envisager quoi que ce soit. En Espagne, le nombre quotidien de décès ralentit, mais le plan de déconfinement progressif planifié du 4 mai à fin juin suscite inquiétude et attente. La distance de 2 mètres n'est pas respectée maintenant et ne le sera pas non plus plus tard. C'est pourquoi je pense que les mesures devraient être un peu plus sévères. Ce lundi, je voudrais m'asseoir sur une terrasse et prendre une bière fraîche et voir mes amis et reprendre lentement une vie normale. Avec un bilan similaire à celui de l'Espagne, soit environ 24 000 morts, la France n'a pas prévu de date de réouverture pour les cafés, les bars ou les restaurants, au grand désespoir du secteur. On voulait être sûr déjà d'avoir une date de réouverture pour les bars et restaurants. Aujourd'hui, on ne l'a pas et on s'y attendait. Maintenant, il ne va pas falloir que ça dure une éternité parce que ouais, ça va être catastrophique pour tout le monde. Les Suisses, eux, peuvent pousser un soupir de soulagement car tous les magasins, restaurants, bars et musées vont rouvrir plus tôt que prévu, soit à partir du 11 mai, mais dans des conditions très strictes. Le bilan en Suisse est de plus de 1400 morts pour moins de 30 000 cas de contamination au Covid-19. Tous les espoirs qui favoriseront le retour des Américains au travail, on l'a vu, et la relance de l'économie du pays seront surexploités par Donald Trump. Alors quand 4 mois après le début de l'épidémie, les instituts de santé américains annoncent que le remdesivir que vous avez nommé à l'instant pourrait accélérer d'un tiers le rétablissement des malades du Covid-19, la Maison-Blanche est à 2 doigts de crier victoire. Il fallait donc l'intervention du désormais célèbre docteur Fauci pour tempérer un petit peu
cette annonce qui, selon lui, constitue effectivement une piste à prendre très au sérieux. Concrètement, les données montrent que le remdesivir, ce médicament, a effectivement un effet positif. Et pour pouvoir l'affirmer, le conseiller scientifique de la Maison-Blanche révèle qu'un essai clinique a été réalisé sur 1063 patients hospitalisés avec une forme avancée du Covid. L'étude a été réalisée sur 47 sites aux États-Unis et 21 autres en Europe et en Asie. C'est le laboratoire américain Gilead qui a mené l'expérimentation en opposant le médicament à un placebo selon la formule habituelle. Pour le docteur Fauci, vétéran de la lutte contre le sida dans les années 80, cette découverte s'apparente à celle des effets de l'AZT sur le VIH. Nous sommes donc aujourd'hui face à la découverte la plus sérieuse dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Un bémol cependant, l'action du remdesivir sur le taux de mortalité du groupe sélectionné est encore trop faible pour être jugé concluant. Il faudra donc procéder à de nouveaux tests et cette fois d'une plus grande ampleur, concrètement sur une plus vaste population. Et pourtant, il y a encore une semaine, ce médicament suscitait beaucoup moins d'espoir. Oui, effectivement, le laboratoire Gilead a lancé l'expérimentation dès le 21 février dernier. Mais des hôpitaux de Wuhan, en Chine, là où est apparu le virus, on le rappelle, avaient déjà mené des essais similaires, mais seulement sur 237 patients, ce qui est jugé trop peu pour des tests concluants. Concrètement, les Chinois ont procédé de la même manière que les laboratoires américains, mais l'essai avait dû être interrompu, faute de malades, après le ralentissement de l'épidémie, justement. Les médecins chinois étaient malgré tout convaincus d'un constat partagé désormais par les Américains. Le remdesivir s'insère dans le matériel génétique du coronavirus et provoque une sorte de court-circuit, pour vulgariser, qui empêche sa prolifération à l'intérieur de l'organisme. Une chose est certaine, c'est que si ce médicament est effectivement à l'origine d'un futur traitement efficace, Chinois et Américains en revendiqueront tous deux la paternité, mais surtout les deux pays se précipiteront sur la production massive d'un traitement. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours fidèles pour la suite de nos programmes. Au revoir. ORTC, c'est la pub. ORTC.